En off, c'est ton émission dédiée aux acteurs du football, anecdotes croustillantes, transferts, business. On essayera de vous faire révéler tous les secrets ici. Comme d'habitude, n'oubliez pas, vous likez et vous abonnez, c'est hyper important. Merci à vous en tout cas pour tous vos retours, c'est hyper sympa. N'oubliez pas que cette émission est évidemment sponsorisée par Unibet Experts. On les remercie bien évidemment pour le soutien. Tout de suite, c'est parti avec Gauthier Gannet, nouvel épisode. Bon Gauthier, comment ça va ? Ça va bien toi ? Ça va, je suis très content de te recevoir. Ça fait un petit temps que tu n'as plus parlé à la presse, aux médias, etc. Donc c'est bien que tu aies accepté. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de En Off. Eh ben, écoute, tu as une carrière hyper intéressante parce que tu as démarré extrêmement tôt, tu es toujours extrêmement jeune. En général, on dit que c'est aux femmes qu'on ne demande pas leur âge, mais je ne me permettrai pas de te demander le tien. Je prends un an tous les ans comme tout le monde. Et en tout cas, tu as l'air très en forme, je te le disais justement en préambule de cette émission ensemble en coulisses. Je voulais savoir, toi maintenant, tu n'es plus dans un club. Comment tu vas ? Comment ça se passe de ton côté ? Comment ça bouge ? Comment on arrive à, après avoir été dirigeant de plusieurs clubs de foot, se réinventer ? Comment tu vis là en ce moment ? Écoute, ça va. Donc j'ai quitté Molenbeek en mai 2024, d'une manière un petit peu abrupte, on va dire, en lien avec un personnage dont on va, je suppose, parler après. Et donc, si tu veux, ça fait 18 mois, effectivement, j'ai pas parlé, j'ai pas accepté la moindre interview. Je l'accepte aujourd'hui avec toi et c'est avec grand plaisir. Écoute, ça a été 18 mois où j'ai passé beaucoup de temps sur une bataille judiciaire avec John Textor. Donc ça m'a pris pas mal de temps, pas mal d'énergie. Et je dirais que c'est dur d'ouvrir un nouveau chapitre tant que tu n'as pas clos le chapitre précédent. Maintenant, c'est chose faite. Et écoute, j'ai passé du temps avec ma famille. Ils ne me voient pas souvent d'habitude. Donc là, j'ai profité un peu de ça. Je fais un peu de sport. Je m'occupe et je regarde un peu la situation dans les différents pays qui m'intéressent. Bah oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que le marché tend à évoluer. Tu as quand même une belle carrière. Tu es passé par le RC Lens, Barnsley, président de l'OGC Nice, évidemment, Ostende, le RWDM. Donc ce sont beaucoup de belles aventures et surtout des aventures où tu as gagné en expérience. Mais on le disait, je peux demander ton âge, tu es quand même relativement jeune. Ouais, j'ai 37 ans, donc je suis encore un des plus jeunes, je pense. Mais oui, j'ai la particularité d'avoir commencé très tôt. J'étais à Barnsley, j'avais 29 ans, à Nice à 30 ans. Après, je commence à rentrer dans la catégorie des gens qui ont de l'expérience, parce que j'ai quand même l'expérience assez unique d'avoir dirigé des clubs dans 3 pays. C'est assez rare, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Donc là, je rentre dans une catégorie différente maintenant. Et voilà. Quelle est la différence fondamentale qu'il y a alors, dans un mode de gestion d'un club anglais par rapport à un club belge ou à un club français ? Est-ce que tu as des sensibilités, il y a des sensibilités différentes qui s'expriment au quotidien dans la gestion d'un club quand on en est un peu le patron dans l'effectif ? Je pense qu'aujourd'hui, le foot est assez uniformisé en Europe en tout cas, donc il n'y a pas de différence fondamentale. Après, effectivement, il y a des subtilités, mais peut-être qui ont plus attrait à la culture de chaque pays. On sait que, par exemple, pour parler de mon expérience en Angleterre, les Anglais vivent le foot de manière totalement différente de la nôtre. C'est vraiment 24-24, 7 jours sur 7. Ça ne s'arrête jamais. En plus, quand tu es dans un championnat comme la Championship ou la Ligue 1, c'est 46 matchs de championnat dans l'année. Donc, j'ai toujours donné un peu cette image de... Tu as un peu l'impression de faire partie d'un groupe de rock. Tu es sur la route en permanence. Tu as une date tous les 3 jours. Et donc, c'est un peu une ambiance assez particulière avec... des supporters qui ont une relation à leur club qui est différente encore de chez nous. Je dirais qu'il y a un soutien indéfectible du public et c'est vraiment particulier. Je pense qu'en France ou en Belgique, on va un peu plus critiquer, on a la critique un petit peu plus rapide. Après, dans les modes de gestion, bien entendu qu'il y a des différences. Il y a des réglementations financières qui sont quand même différentes entre la DNCG en France, la commission des licences en Belgique,
le financial fair play en Angleterre, en Championship. Voilà, il y a des différences dans la gestion, mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas fondamentalement de grosses différences, si ce n'est, ouais, comme je te dis, la culture des gens dans les clubs, quoi. Dans les rapports sociaux aussi, avec les gens qui sont issus de la hiérarchie du club, que ce soit en haut ou au-dessus de toi. Je suppose que tu ne gères pas humainement la même chose. C'est pas pareil dans les rapports. Non, c'est clair. Et un élément auquel je n'ai pas pensé, mais là, tu m'y fais penser en rebondissant là-dessus, c'est que, par exemple, en Angleterre, le supporter lambda, il ne connaît pas le nom du président du club. Ah ouais? C'est pas une fonction qui est médiatisée comme en France ou en Belgique. Tu vois, en France, c'est très très poussé. En Angleterre, je te dis, tu es CEO d'un club ou tu es chairman d'un club. Ok, le supporter qui connaît vraiment très très bien, il va connaître. Le supporter lambda, il ne sait pas quitter. La pression, elle est mise plus sur les entraîneurs en Angleterre? Beaucoup plus, ouais. Beaucoup plus. Avec cette culture aussi, je pense que ça vient de là, avec le côté qui reste encore... mine de rien, assez la norme là-bas, c'est le modèle du manager plutôt que le head coach comme chez nous. Tu vois. Tu parlais de justement la popularité du sport qui est totalement différente. Est-ce qu'on peut dire qu'en Angleterre, il y a une culture football véritablement qui n'existe pas vraiment en Belgique et en France? Est-ce qu'il y a une césure justement dans la compréhension même du sport football, quoi? Ah oui, c'est eux qui l'ont inventé, donc je pense qu'ils ont un lien avec le foot, avec ces règles qui est différent du nôtre. Mais ça se vit un peu comme en Espagne, comme en Italie. Est-ce que c'est pareil ou c'est différent? Parce que j'ai le sentiment qu'en Angleterre, c'est un peu, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est un peu la kermesse, quoi. C'est la fête, comme en Allemagne, par exemple, c'est le moment où les gens qui ont travaillé toute la semaine de 9h à 17h viennent décharger un peu leur souffrance ou un petit peu leur frustration de la semaine. Et voilà, c'est un moment d'exulter quelque part. Non, c'est clair. Après, t'as pas la culture... si on parle de supporterisme, t'as pas la culture ultra comme on peut l'avoir... en Europe continentale, tu vois. C'est un peu différent. Après, on parle de l'ambiance, tu me dis la grande kermesse. Les Allemands, ils rentrent dans les stades 2 heures avant le coup d'envoi. Les Anglais, ils rentrent 2 minutes avant le coup d'envoi. Si t'es dans un stade... Je mets la Première Ligue à part, parce que la Première Ligue, c'est devenu tellement commercialisé, marketé, que c'est plus vraiment le foot anglais. Va dans des stades de Championship, de Ligue 1, qui sont pleins tous les week-ends, t'es frappé. Les joueurs rentrent à la fin de l'échauffement, ils rentrent dans le tunnel, le stade est vide quasiment. Et en 3 minutes, tout se remplit. Ça fait encore vivre tous les pubs, les petits pubs qui existent autour des stades anglais, quoi. Tu as vécu des histoires assez différentes avec tes investisseurs, avec les gens qui étaient au-dessus de toi. Forcément, on parlera tout à l'heure de John Textor, qui est un homme effectivement avec qui ça s'est pas bien terminé, mais je veux parler aussi du Pacific Media Group, parce que j'ai un peu l'impression que ton rôle n'a pas été bien compris, qu'on a parfois tiré sur toi à boulet rouge, alors qu'on ne se rendait pas bien compte de ce qui se passait en arrière-coulisses. Ouais. Barnsley possédait également, le Pacific Media Group possédait également Barnsley, donc c'est-à-dire que tu les as suivis également à l'OGC Nice. Comment tu peux décrire la relation entre un dirigeant et ses propriétaires? Alors déjà... il faut comprendre, parce qu'on parle souvent de Pacific Media Group, or, tous les clubs que tu as mentionnés, Barnsley, Nice, Ostende par la suite, étaient détenus par un consortium dont faisait partie Pacific Media Group. Donc en fait, ça impacte la relation que toi, tu as en tant que dirigeant de club, parce qu'en fait, j'avais pas un interlocuteur, comme ça pouvait être le cas avec John Textor, pour ne pas le citer. Avec Pacific Media Group et le consortium qu'il animait, j'avais 5-6 interlocuteurs selon les projets dont on parle. Donc c'était assez particulier, et surtout au moment de prise de décision. Après, tu parles du fait que peut-être qu'on a mal compris mon rôle, ou alors que j'ai pris beaucoup de critiques, mais c'est aussi parce que... j'étais la personne sur le terrain, la personne présente. Eux, les gens de Pacific Media Group, si ce n'est Paul Conway qui a été assez médiatisé. Il y avait l'AS Nancy-Lorraine également qu'on n'a pas mentionné. Bien sûr. Si ce n'est Paul Conway qui était présent de temps en temps, les autres ne sont jamais vraiment venus sur le terrain. Donc c'est un peu logique que je devenais la cible de tout. Et je pense que c'est aussi lié au fait, à la manière dont j'exerce mon métier. Moi, je pars du principe que quand tu es dirigeant de club, quand tu es le numéro 1 dans un club,
Tu acceptes d'être en première ligne, tu acceptes de prendre les coups qu'il faut prendre, que ce soit pour protéger le propriétaire, que ce soit pour protéger ton entraîneur, que ce soit pour protéger tes joueurs. Ton rôle, c'est d'être un bouclier. Moi, je vois tellement de dirigeants aujourd'hui qui se cachent à chaque fois, qui cherchent à éviter les coups, alors que ton rôle, en fait, c'est de l'accepter, de les prendre. Et pareil, je ne fais pas partie de la catégorie de gens qui mordent la main qui les nourrit. Moi, tu ne m'entendras jamais faire de critiques sur des gens, des propriétaires qui ont été corrects avec moi. Et après, on parle de PMG, j'ai accepté leur mode de fonctionnement, qui était on prend un club, on met 0 balle dedans, et en gros, pour parler clair, tu te démerdes et tu génères l'argent qu'il faut pour que le club vive. Quand ils ont racheté Ostende perdait 6,5 millions d'euros par an. C'est-à-dire, tu démarres la saison, tu es à moins 6,5. Okay. Bon, on a quand même réussi pendant 3 ans, sans aucune injection, à maintenir le bateau à flot, tu vois. J'ai accepté ce mode de fonctionnement. J'ai appris beaucoup grâce à ça, parce que figure-toi que les solutions, quand tu n'as pas l'argent, tu les trouves. Mais au bout d'un moment, c'était plus un modèle qui me convenait. C'est pour ça que j'ai été vers une autre aventure avec John. Ouais. C'est quoi le problème le plus fréquent que tu as rencontré dans la gestion justement des clubs, la communication? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu te heurtais face à tes investisseurs? Ouais, il y en a eu plein. Je pense déjà il y a une... Bon, on parle souvent d'Américains, parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des investisseurs dans le foot européen sont américains. Je pense qu'il y a des moments où il y a une méconnaissance profonde du sport en lui-même, du sport qu'est le football. Il y a une méconnaissance profonde de l'alchimie, des mécanismes qu'il peut y avoir dans un club. Il y a une méconnaissance de la relation du supporter à son club, parce qu'en fait, ils comparent tout au sport américain. Donc, on part du principe qu'on parle de clients plutôt que de supporters. Okay. On parle d'athlètes individuels plutôt que d'équipes. Tu vois, typiquement, les propriétaires américains, généralement, ils vont plus être sensibles à un geste technique, un truc comme ça, qu'à un joueur, qu'à un numéro 6, travailleur de l'ombre, que tu vois pas, mais qui est essentiel pour ton équipe, tu vois. Pour ne citer que quelques exemples. Bien sûr. Mais toi, à un moment donné, tu as eu un peu besoin d'eux aussi pour pouvoir continuer ta carrière, avancer. Ils t'ont propulsé à des positions exceptionnelles. On rappelle que tu as été président d'un grand club comme l'OGC Nice. C'est quand même extraordinaire. Et tu avais 30 ans. Ouais. 30 ans président de l'OGC Nice, c'est aussi toute une série de responsabilités qu'ils ont mis sur ton dos rapidement. Est-ce que c'est justement parce que tu penses que tu leur as proposé un style de dirigement, j'allais dire en anglais, un style de management assez différent? Qu'est-ce qui leur a plu? Pourquoi est-ce que toi, tu as fait la différence pour qu'ils te mettent à ce niveau-là à 30 ans seulement? Alors, il faut bien comprendre, parce que les gens ne savent pas toujours l'histoire, c'est que, en fait, moi, ces gens-là, je les rencontre alors que je suis déjà CEO de Barnsley. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui me mettent à Barnsley. Je suis CEO de Barnsley, et après quelques semaines à Barnsley, il y a des discussions pour un rachat du club. Donc tu te doutes bien que quand tu viens de déménager toute ta famille dans le nord de l'Angleterre et qu'on t'annonce rachat de club, j'ai assez de connaissances et de culture pour savoir que ça signifie souvent un changement de management. Et donc déménagement. Et donc redéménagement, tu n'es pas forcément très rassuré. Et donc, si tu veux, je fais leur rencontre comme ça. Je pense qu'ils sont satisfaits de la manière dont je gère Barnsley à l'époque. Et après, l'opportunité de Nice vient assez naturellement. Je pense qu'ils ont vite vu que j'étais quelqu'un qui ne se cachait pas. Je pense que les Américains, de manière générale, apprécient ça. Apprécient quand les CEO prennent leurs responsabilités, se mettent en première ligne et prennent les coups. Je pense qu'ils apprécient les gens qui sont capables de prendre des décisions. Et je pense aussi que j'ai une double culture, tu sais. Je pense que dans ma manière de voir les choses, je suis plus anglo-saxon qu'européen sur pas mal de choses. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu ça aussi, quoi. Un état d'esprit un peu, effectivement, plus à l'américaine, qui te permet de voir un peu. J'ai vu aussi ça quand on a traité ensemble plusieurs dossiers au niveau de la communication à l'époque. C'est vrai que tu as été un des premiers à très rapidement comprendre un peu comment fonctionnait la communication aujourd'hui sportive et apprendre un peu le pendant. C'est pour ça qu'on était souvent en contact à ce moment-là, ce qui nous a permis de tisser des liens. Mais c'est vrai que à cette époque-là, tu étais un peu un des précurseurs à faire ça. Je pense que j'étais un des premiers présidents à utiliser Twitter, un truc comme ça. Ouais. Je le faisais assez naturellement parce que ça n'a pas été une démarche réfléchie de ma part. C'est juste que
j'utilise les outils de ma génération, tu vois. Je l'ai pas fait à outrance, mais je pense que oui, j'avais... Et après, c'est dans ma personnalité, c'est dans mon naturel. Je peux discuter avec des supporters dans un pub, j'ai pas de problème. Oui, ça on me l'a souvent dit. J'ai discuté notamment avec des amis agents qu'on a en commun et ils me disaient ouais, mais c'est incroyable, Gauthier, une fois qu'il est parti, on peut passer des heures à boire des verres ensemble et on passe des soirées, etc. Et au final, tu peux faire du business avec Gauthier parce qu'il t'aime bien. C'est souvent ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que toi, tu donnes une place importante à l'affect dans les discussions avec des gens. C'est-à-dire que d'abord, il faut que tu apprécies les gens pour pouvoir entamer éventuellement ou discuter un rapprochement professionnel. Ouais, je sais pas. Ce que j'aime bien, c'est les gens vrais, quoi. J'aime pas... Ça m'a probablement causé du tort dans ma carrière, dans la gestion de ma carrière, parce que quand je suis en poste, je suis pas le mec qui cherche à faire des copinages pour se replacer derrière. Moi, je passe du temps avec les gens qui sont vrais, et les gens avec qui je peux faire des affaires... loyalement, qui vont pas me la faire à l'envers, qui vont pas, tu vois. Je dis souvent, tu connais vraiment les gens quand tu as négocié une fois avec eux. Tu fais une négo d'un contrat ou quelque chose, que ça soit avec un autre dirigeant ou que ça soit avec un agent, bah tu connais la personne après. Donc c'est sûr que derrière c'est plus facile d'entretenir ces relations-là. Mais voilà, pour revenir à tout à l'heure, je pense que voilà, j'ai ma personnalité et j'essaye pas de gommer ma personnalité dans les fonctions que j'ai occupées. Je suis qui je suis. Ouais, c'est clair. Et puis je me rappelle d'un été 2023 qu'on avait fait ensemble où juste avant que tu quittes le RWDM, ton dernier mercato d'été, on s'était eu au téléphone dans les dernières heures et tu m'as dit j'ai quand même encore envie d'en refaire un, tu vois, de signer encore un joueur. Il y a cette excitation. C'était Ilaï Kamara. Ouais, exactement. Voilà. Ilaï Kamara, effectivement. C'était le petit dernier, tu vois. Ouais, mais tu as cette excitation et cette volonté. Tu considères véritablement ce jeu. Tu vois ce que je veux dire? Tu le considères comme un jeu. Le football, pour toi, le football business, c'est j'ai envie jusqu'à la dernière minute. Peut-être qu'on n'est pas forcément obligé de transférer, mais si je peux faire un petit coup, si je peux faire une opportunité, je vais le faire. Tu es quand même dans une dynamique hyper, même festive dans ta manière de faire le truc, quoi. C'est clair qu'on parle depuis 18 mois à peu près, je suis plus en fonction. Ouais. S'il y a un truc qui me manque, c'est plutôt ça, c'est plutôt le dernier jour du mercato. Parce que tu te réveilles, c'est une ambiance particulière. Tu le sais, toi tu le vois de l'autre côté aussi, mais c'est une ambiance particulière. Il y a des choses, tu as travaillé 10 dossiers différents, que ce soit des entrées, des sorties. Peut-être que dans 12 heures, tout ce que tu as fait, tu le prends, tu le fous à la poubelle, ça ne servira à rien. Peut-être que tu as travaillé 3 semaines pour un truc qui ne servira à rien. Mais tu as une excitation particulière et j'aime bien cette sensation de... C'est pour ça que j'ai horreur de ces idées où on dit, quand on fait arrêter les mercatos à 20h ou à 18h, c'est de la connerie, ça. Faut garder cet aspect, ça s'arrête à minuit. C'est particulier ce qui se passe dans un club. Chacun, t'as l'impression que t'es dans un bateau avec chacun qui est à son poste, tu vois. Il y a 2 fois par an où les gens ils vont travailler jusque minuit, ça crée une ambiance particulière. Il va se passer quelque chose, il va pas se passer quelque chose, tu sais pas. Mais la secrétaire est là, le juriste il est là, les financiers ils sont là, la com ils sont là, ils doivent préparer des trucs en dernière minute. Il se passe un truc et j'aime bien cette image de tout le monde est à son poste sur un bateau et toi t'es là et j'ai toujours bien aimé ce moment parce que c'est le moment où il faut garder ton calme quand tout le monde s'excite un peu, tu vois. C'est ça, exactement. Et il faut prendre des décisions vite et bien. Et paradoxalement, je crois que beaucoup de mes meilleurs coups, je les ai fait sur des opportunités soit des trucs que tu as travaillé depuis un mois et qui se concrétisent à la dernière minute, soit vraiment des trucs de dernière minute. Ilaï Kamara, c'était vraiment un truc de dernière minute et on voit où il est aujourd'hui. Il y en a qui parviennent à le faire, de prendre de la distance comme ça, mais toi tu le fais par joyeuseté, par bonheur, par plaisir. On voit que tu aimes ça et que quelque part il y a cette volonté aussi de jouer jusqu'à la fin, quoi. À partir du moment où c'est terminé, c'est bien d'avoir aussi cet aspect de légèreté. Tu vois, c'est important parce que beaucoup le considèrent complètement dans le guidon. Ils sont la tête dans le guidon, ils le vivent à 100%, mais ils ne prennent pas le recul nécessaire. Toi, tu le vis comme si, quelque part, tu regardais les choses en train de se faire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois Un peu comme quand Albert Camus parle de l'étranger, tu vois. C'est lui dont il parle, mais en fait, il regarde ce qui se passe autour de lui et c'est ce qui est en train de se faire. Et c'est beau la façon dont tu le parles parce que on sent aussi le plaisir que tu prends quand tu le fais, quoi. Non, c'est clair, mais il y a une phrase qu'on a en commun, tu dis souvent aussi,
faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais. Mais il y a tellement de gens qui se prennent au sérieux dans le foot, qui prennent un boulard, alors que faut quand même se rendre compte de temps en temps, faut quand même se pincer et de dire oh, on a quand même du bol de travailler dans un milieu comme ça. C'est quand même fun, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors bien sûr, on y viendra peut-être après. Il y a le stress, il y a les emmerdes, il y a tout ce que tu veux. Mais quand même, à la base, si on travaille là-dedans, c'est quand même qu'on a une passion pour le foot, tu vois. C'est clair. Je pense qu'il y a quand même pas mal de fois où c'est bien de s'en rappeler, tu vois. Il y a une anecdote qu'on a en commun qui m'a fait rire, mais je pense qu'on en va en reparler après. C'est quand j'ai posté une story sur mes réseaux, et c'était le 1er septembre, et je crois qu'il devait être minuit, un truc comme ça. Non, c'était le 8 septembre, je m'en rappelle très bien, c'était à la fin du mercato belge. Et je dis un truc du genre, enfin, je vais pouvoir boire un verre, je suis détendu. Et tu m'as envoyé dans les commentaires, c'est pas fini, avec 3 points d'exclamation, tu vois. Ça, c'est vraiment toi, quoi. Tu vois. Tant que les autres marchés sont ouverts et que t'as encore des dossiers, non, reste éveillé, il peut encore se bouger de mon côté. Il y a des trucs, quoi. Non, mais il peut toujours se passer des trucs jusqu'à la dernière minute. C'est ça qui est. Et généralement, c'est ceux dont on se souvient. Ouais. C'est ceux dont on se souvient. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, c'est quelque part aussi pour ça qu'on aime ce métier, qu'on aime le football business. C'est pour le côté, l'adrénaline que ça peut donner aussi. Hein, parce que les sportifs professionnels recherchent ça dans leurs rencontres. Bah, nous, on est dans cette période où, à un moment donné, personnellement, j'essaye d'être le premier sur une info. Toi, tu veux être le mec qui va sortir justement la pépite au bon moment parce que tu vas réussir à avoir un coup incroyable. Ce que j'adore et ce que j'ai toujours apprécié chez toi, c'est que il y a cette dynamique de « Ah, c'est génial, j'ai réussi à faire ça ». On sent que tu prends du plaisir pendant que tu le fais. C'est ça qui est important. Et tu sais, quand il y a un dossier mercato qui aboutit, il y a un certain nombre de personnes dans le club qui ont mis toute leur énergie, qui ont mis, que ça soit pour avoir l'idée de faire ce joueur-là, que ça soit pour le convaincre, que ça soit pour négocier le contrat. Il y a toujours, derrière chaque transfert, il y a toujours un scout qui s'est battu pour vraiment faire valider le fait que c'était ce joueur-là qu'il fallait prendre. Moi, j'aime bien que les mecs ils prennent leurs responsabilités et ok, bah explique-nous pourquoi, tu vois, et qu'on prenne une décision ensemble. Bien sûr, à la fin, c'est toi qui décides dans la majeure partie des clubs, pas toujours. Mais voilà, et pour parler du dernier jour de mercato, une anecdote qui symbolise un peu le fait qu'effectivement j'aime bien, c'est que quand j'étais en poste en mercato d'hiver à Barnsley, j'aurais pu arriver à l'OGC Nice 3 semaines avant pendant le mercato, mais j'étais à Barnsley, j'étais embarqué dans cette saison, et je dis ok, je vais venir à Nice, mais d'abord, c'est important pour moi de terminer le mercato à Barnsley, et je viens le lendemain. Okay. Je signe, je viens le lendemain. Et donc j'ai eu ces 24 heures assez surréalistes où je termine le mercato à Barnsley à minuit, je prends une voiture pour aller à Heathrow, je décolle à 6h du mat pour Nice. À 8h du mat, je fais une conférence de presse devant tous les journalistes. Je reprends l'avion, je repars à Lille parce que Nice joue le soir même à Lille. Okay. Je rencontre Patrick Vieira, les joueurs, l'après-midi. Le soir, on joue à Lille. Et le soir, je dors dans mon appartement qui était mon appartement d'étudiant. Avec ma femme et mon fils. Et là, je suis dans mon lit, je dis... Et là, j'ai quand même eu 24 heures. C'était quelque chose, tu vois. Extraordinaire, ouais c'est clair. Mais tu dois revoir toute ta vie comme ça en un fil, parce que tu te fais le cours, en fait, complètement le fil de ta vie en une journée, en fait. C'est incroyable. Là, c'était assez drôle. Quand tu regardes le plafond, tu penses à beaucoup de choses, ça doit être sûr. Ouais, et puis c'était le symbole que le premier match il soit dans la ville où j'ai fait mes études, où j'habite. C'était assez surréaliste. Ouais. D'ailleurs, on démarre avec ça. Tu as démarré en 2013, hein, c'est ça, en tant que dirigeant. Aujourd'hui, on est en 2025. On a dit que tu es passé par 6 clubs différents de mémoire en 9 ans. Ouais. Quel est le changement majeur que tu as remarqué sur le marché ? Des choses qui existaient à tes débuts, qui peut-être n'existaient plus, ou des choses qui n'existaient pas à tes débuts et qui sont survenues pendant ta carrière ? Bon, les choses qui ont évolué, je dirais qu'il y a la démocratisation de l'utilisation de la data. Aujourd'hui, on te regarde avec des yeux comme ça, il y a encore 5-6 ans, quand tu parlais de data, aujourd'hui, il n'y a pas un club qui ne l'utilise pas. Alors, je ne vais pas rentrer dans le truc, est-ce que c'est la data qui choisit les joueurs, un truc comme ça, mais aujourd'hui, tout le monde admet que ça soit un outil parmi beaucoup d'outils, mais un outil essentiel.
C'était pas le cas quand j'ai commencé ma carrière, loin de là. Okay. Quand j'étais à Barnsley, on a été un des premiers clubs à utiliser ça, avec Billy Beane notamment, qui a été rendu célèbre par le film avec Brad Pitt, Moneyball. Bien sûr. On était un des premiers clubs à utiliser ça, et à l'époque, on nous regardait comme des cinglés, quoi. Aujourd'hui, tous les clubs le font. Donc ça, je pense que ça a été, dans les 10 dernières années, le gros changement dans le mode de gestion des clubs. Et le deuxième, je dirais que c'est la multipropriété. Il y a 10 ans, ça existait presque pas. Et aujourd'hui, quand je suis arrivé en Belgique en 2020, j'avais donné une interview et j'avais dit, dans 10 ans, 90% des clubs belges font partie d'un groupe de multipropriété, on m'avait traité de cinglé. Regarde, aujourd'hui, ça n'a pas pris 10 ans. Bah écoute, il reste Anderlecht, Genk. Je pense que les gros seront toujours un peu à l'écart parce qu'ils vont bénéficier du soutien de grosses fortunes locales et c'est bien. Et ça reste des éléments clés de l'identité. Oui, c'est clair. Et donc je pense que les gros, ils feront un peu de résistance, mais regarde, on y est. Donc je pense que ça, la data et la multipropriété, je pense que c'est vraiment les deux choses qui ont changé la face de l'industrie du foot les 10 dernières années. Il y a une chose aussi sur laquelle je voulais m'arrêter avec toi, parce qu'on l'a dit, tu as été pas mal précurseur sur beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses très bien, mais par contre, je le disais, 6 clubs différents en 9 ans. Pourquoi ce manque de stabilité? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a manqué pour durer dans un club? Alors, je sais pas si en fait, il faut refaire le parcours en fait, pour comprendre chaque étape. C'est pas que je voulais pas. J'ai eu cette opportunité à Barnsley. Enfin, déjà, j'ai commencé à Lens, je suis resté, je pense, 5 ans, 4 ou 5 ans. Je suis parti parce que je voulais évoluer, je voulais diriger un club. Ça a toujours été mon ambition, je m'en suis jamais caché. Donc, je suis parti à ce moment-là. Ensuite, je suis à Barnsley où je fais 18 mois et j'ai cette opportunité de Nice. C'est comme si tu as un joueur qui joue à Barnsley et qui a l'opportunité d'aller jouer à Nice. C'est irrefusable. On est tout à fait d'accord. Tu peux pas refuser. Exactement. Je suis en poste à Nice. Boum, au bout de 7-8 mois, il y a le rachat par Ineos. Encore une fois, c'est indépendant de ma volonté. Et là, je me retrouve période Covid, post-Nice, donc pendant le Covid. Tu es en train de m'expliquer qu'à Nice, tu n'as pas su développer ton projet, en fait? Non, c'est pas que j'ai pas su débloquer mon projet, c'est que je pense qu'indépendamment de ma volonté, mon sort était scellé, si tu veux. C'est pas comme si... c'est pas que j'ai fait du mauvais boulot. J'ai signé un joueur à l'OGC Nice, tu sais qui c'est? Un seul joueur. Non, mais on en reparlera, mais tu as failli signer un très grand joueur. Ça, tu m'expliqueras après. Tu sais qui c'est le seul joueur qu'on a eu le droit de signer? Non, franchement, tu vas me le dire. Mario Balotelli? Kefren Thuram. Kefren Thuram? Gratuit. Ah, t'as signé Kefren Thuram? Gratuit. Ok, il venait d'où? Il venait de Monaco. Ok, et il était dans le centre de formation de Monaco? Ouais. Okay. Mais tout ça pour dire que je suis pas parti de Nice parce qu'on n'a pas fait du bon boulot. Je maintiens d'ailleurs que l'équipe qu'on avait mis en place avec Gilles Grimandi, avec Patrick Vieira, avec moi, je suis persuadé qu'on aurait fait du meilleur boulot que ce qu'ils ont fait les 3-4 années qu'on suivi. Persuadé, avec les moyens qu'ils ont eus, avec les moyens que nous on avait, les tout petits moyens, quand je vois ce qu'on aurait pu faire. Donc voilà, c'était indépendant de ma volonté. C'est pas comme si Ineos m'avait donné l'opportunité de pitcher mon projet, tu vois. Ineos avait était rentré dans le deal via Jean-Pierre River, et donc c'était tout logique qu'il revienne. Donc voilà, je ne l'ai pas vécu comme un échec, je l'ai vécu plus comme... ah merde, il y avait un truc à faire. Bah, il y a un goût de trop peu. Ouais, il y a un goût de trop peu, c'est clair. C'est assez clair. Il y a un joueur sur lequel on s'était attardé, on a longtemps rigolé, et ça, il faut évidemment qu'on en parle, c'est cette anecdote sur Ansu Fati. Ah, incroyable. Un joueur qui était promis à l'OGC Nice, promis à toi, et qui finalement, en fait, est parti du côté du FC Barcelone, qui est un joueur exceptionnel, qui ensuite est devenu encore une grande pépite au Barça. Et puis après, évidemment, aujourd'hui, il joue du côté de l'AS Monaco. Raconte-moi un peu cette histoire, parce qu'elle est folle. Bah, elle est folle. Alors, je suis en poste à Nice. On bosse le dossier Ansu Fati, qui est dans une situation contractuelle. Je ne me rappelle plus de tous les détails, mais en fait, il y a une fenêtre de tir sur le mercato d'été, parce que son contrat arrive à échéance. Il n'a toujours pas prolongé au Barça. Et donc, tu as tout l'institution du Barça qui est comme ça, parce que le gamin, il n'est pas prolongé, et il n'est pas avec les pros à l'époque. Tout le monde sait que ça va être un bon joueur, mais il n'est pas avec les pros, donc tout le monde tremble. Et on se met sur le dossier, écoute, et on se rend vite compte qu'il va y avoir un coup à jouer, il va y avoir une fenêtre de tir.
Et donc je pars à Barcelone, je reste 3 jours à Barcelone avec son agent, avec la famille du joueur, déjeuner, dîner, toute la famille, le frère, le père, la mère. Tout se passe très très bien, la négociation avance bien. On parle d'un joueur qui va être libre, hein. Donc on est en train de négocier un contrat qui n'était pas non plus... on fait pas une folie, quoi, tu vois. On fait un truc construit avec des évolutions, avec tout ça. Et ça les 3 jours à Barcelone aboutissent à la photo qu'il prend avec le maillot de l'OGC Nice. On lui promet qu'il aura le numéro 9 laissé vacant par Balotelli. Et voilà, on se tape la main. Le deal, il est fait, quoi. Donc la photo, elle est faite, l'accord, il est trouvé, et la main, elle est serrée, quoi. La main, elle est serrée, tout est fait. Il fallait prendre... une des conditions qui n'était pas financière, mais qui était importante pour la famille, c'était que le grand frère puisse... que la famille vraiment déménage. Donc le grand frère allait jouer avec l'équipe réserve de Nice, les parents allaient déménager, ils avaient regardé les appartements, les maisons, enfin tout allait... Ça faisait partie des concessions que vous aviez faites. Oui. Tout allait se faire. Et donc je reviens à Nice. On est dans cette période un peu... durant les 7-8 mois que j'ai eu à la tête du club, tu as quand même bien eu 4-5 mois où il fallait dealer avec non pas un, mais 2 actionnaires, parce que tout devait être co-décidé pendant cette période de négociation. À la fois par PMG, mais également par Ineos. Bien sûr. Okay. Et donc là, je fais un mail, comme c'était le process convenu, je fais un mail à toutes les personnes du board et à toutes les personnes d'Ineos qui devaient être impliquées, où je dis, voilà le deal qu'on a, Ansu Fati, joueur libre, voilà, gros potentiel... contrat de 5 ans, voilà les conditions. Merci de me confirmer votre accord pour qu'on puisse officiellement signer, tu vois. Je te laisse aller au bout de ton histoire, mais il faut bien rappeler qu'Ansu Fati, à ce moment-là, c'est une top star. Hein. C'est un joueur qui n'est pas au niveau de maintenant. C'était vraiment un joueur presque au niveau d'un Lamine Yamal aujourd'hui, quoi. Non, il avait une hype incroyable. C'est clair. Eh ben, j'ai jamais eu l'accord. Ils m'ont refusé. Ineos a refusé le deal. C'est incroyable. Donc Ansu Fati, jamais venu à l'OGC Nice. Et quels étaient les motifs qu'ils ont exposés ? Je pense que c'était pas un dossier qui était drivé par l'équipe qui voulait mettre en place, ou je sais pas. Franchement, je suis pas dans leur tête. Ils m'ont pas argumenté le sujet. Mais c'est sûr que quelques mois plus tard, quand j'étais plus à l'OGC Nice et que je vois Ansu Fati faire ses débuts au Camp Nou et devenir ce qu'il était à ses débuts à Barcelone, comme tu dis, c'était phénoménal. Hein. Faut se rappeler du truc. Hein. Donc ouais, ça c'était une anecdote assez... Mais ça, c'est aussi important à signaler. Et c'est des choses qui sont arrivées notamment dans un autre club qui a changé récemment d'actionnariat. Je parle notamment du Paris FC. Paris FC qui a évidemment laissé entrer à la fois le groupe Arnaud, mais surtout Red Bull. Et la direction sportive, à un moment donné, du côté du PFC, a eu beaucoup de difficultés à faire signer certains joueurs parce que on avait une vision diamétralement opposée du côté de Red Bull, quoi. Et donc, puisque du côté des actionnaires autrichiens, c'était très compliqué, en fait, ils s'étaient souvent opposés à une fin de non-recevoir sur tous les dossiers que le directeur sportif, je pense que c'est François Ferracci, à ce moment-là, était en train de proposer, quoi. Tu t'es retrouvé dans des situations similaires à l'époque ? À Nice, on parle d'Ansu Fati, par exemple, mais il y en a eu d'autres. À Nice, clairement, je devais être en poste depuis 2 mois. Quand on m'a annoncé, quand j'ai compris, parce qu'on ne me l'a pas annoncé au début, quand j'ai compris ce qui allait se passer et que le club, c'était inéluctable, le club serait racheté. Quand tu as la plus grande fortune d'Angleterre qui dit en première page du journal local qu'il veut acheter le club, il faut être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que la vente va se faire, tu vois ce que je veux dire ? Ça sent le sapin pour toi, ouais. Donc je l'ai vite compris. Et je pense que j'ai eu l'intelligence de faire en sorte que ça se passe bien. En fait, j'ai vite compris que ce qui était le pire pour moi, c'était pas que le club soit racheté, c'était que le rachat capote. Parce que t'imagines l'opportunité que c'est pour un club comme Nice, enfin n'importe quel club d'ailleurs, d'être racheté par Jim Ratcliffe, c'est monstrueux, tu peux pas... Ouais, c'est clair, c'est irrefusable. Donc, si tu veux, pour répondre à ta question, au bout de 2 mois... j'ai dû dealer avec ça. Donc, oui, des exemples comme ça, il y en a des caisses, quoi. Des décisions qui n'ont pas pu être validées par ça. C'était mon quotidien. On continue cet entretien absolument passionnant, mais pour ceux qui nous suivent sur LN24, ce sera après ceci.
Et donc on enchaîne avec une histoire incroyable, celle du KV Ostende. Parce que tout d'abord, je veux te féliciter pour la saison exceptionnelle que vous avez faite sous l'égide de Alexander Blessing, avec des joueurs, notamment un qui est devenu international belge, qui s'appelle Arthur Théat, qui est arrivé en essai, on le rappelle, en test. On ne voulait presque plus de lui du côté de Lommel en division 2 belge. Vous étiez tout simplement sa dernière roue de secours. Et c'était un miraculé, en fait, tout simplement. Donc, ça faisait partie des joueurs assez intéressants. Il y avait également Jack Hendry, il y avait Fashion Sakala, il y avait Andrew Hulschlager. Donc, c'est des joueurs qui, à un moment donné, ensuite, ont vraiment pris complètement la mesure de leur talent. C'est des joueurs qui ont fait une belle carrière par la suite. D'autres se sont un peu moins développés. Mais bon, chacun ont fait leurs choses. Jack Hendry, par exemple, a participé à l'Euro avec l'Écosse. Donc, c'est quand même notable, quoi. C'est hyper intéressant. Et puis ce club, fondamentalement, a commencé à mourir peu à peu. Toi, tu es parti, puis ce club est complètement descendu. Il y a eu un déclin naturel du club jusqu'à la faillite. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ce déclin est arrivé, et surtout la responsabilité qui est celle du groupe de PMG, mais surtout, en l'occurrence, de Shenley et de Paul Conway. Oui, écoute... Pourquoi cette mort, en fait? Je pense qu'il faut reprendre un peu tout depuis le début, depuis le rachat du club. Ils ont vu une opportunité de racheter un club pour rien, il faut le dire. Ils l'ont racheté pour rien, mais clairement, vraiment. C'était effectivement un club, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, de manière organique, perd 6-7 millions d'euros. Et comme il y en a beaucoup en Belgique, tous les clubs démarrent la saison en étant déficitaires. Celui-là particulièrement, parce qu'il n'y a pas des... Il n'y a pas des revenus énormes, t'as pas d'énormes sponsors, C'est un club qui a vécu sous perfusion de Mark Cook pendant des années. Et c'était bien d'ailleurs, parce que ça a permis que le club ait des installations de haut niveau, tout ça. Mais bon, il a dû apprendre à vivre avec l'après-Cook. Eux, ils sont arrivés là, ils ont vu ce club en perdition, un peu, qui pouvait reprendre pour rien. Ils se sont dit, on le prend pour rien. Si demain, on peut le vendre pour 10, on a gagné, tu vois. Donc, ils l'ont pris dans une période Covid, en plus. Il faut se rappeler un peu de ce qui se passe dans cette période pour les clubs de foot, avec des revenus en fonte totale, des coûts qui restent les mêmes. Plus de possibilité de vendre des joueurs. C'est particulier, quand même, tu vois, la période qu'on a dû traverser. Et donc, moi, je me retrouve là. Encore une fois, je ne suis pas le mec à me plaindre. Les règles du jeu, je les connaissais. On m'a dit, tu vas gérer ça, on ne va pas mettre 1 euro. On ne m'a pas fait de fausses promesses. On m'a dit, on ne va pas mettre 1 euro. Et si j'ai un défaut, c'est peut-être que j'ai du mal à dire non à des challenges, parce que j'ai toujours l'impression que c'est bon, on va y arriver. C'est faisable, ouais. Et on y est arrivé. C'est-à-dire d'un club qui perdait 6-7 millions d'euros par an, j'ai fait 30 millions d'euros de vente en 3 ans. Et on n'a jamais acheté des joueurs, tu le sais très bien, on faisait des coups, mais on n'a jamais acheté de joueurs pour beaucoup d'argent. Contrairement à ce que j'ai pu lire, des conneries, qu'on avait une masse salariale qui était énorme. L'année où on descend, on a la 2e plus petite masse salariale du championnat. Donc, si tu veux, c'est pas non plus... Donc on est là, on gère ce club, et je pense que le drame, ce qui s'est passé, c'est quelque part qu'on a eu trop de succès trop vite. Parce qu'en fait, ils se sont dit, mais en fait c'est facile. En fait, c'est facile parce qu'on rachète un club pour rien, on restructure, parce qu'on a pris des décisions, on a coupé dans les dépenses, on a fait plein de choses, on recrute des joueurs pour peanuts, on va chercher un mec qui est entraîneur des U17 de Leipzig, et ça marche. Et oui, après 1 an, on vend un truc, et là, financièrement, le club se porte bien. Et là, ils ont eu la folie des grandeurs, ils se sont dit, mais ça, le coup qu'on a fait là, on peut le faire... Pourquoi on le fait pas en même temps dans 5 différents clubs, par exemple ? Il n'y a pas de stratégie derrière multi-club en se disant synergie, développement de joueurs comme à City. Non. Eux, ils se disent, ce qu'on fait là, on peut le faire 5 fois en même temps. Ça me fait penser au fameux gif. J'ai pas de stratégie. J'achète. C'est vraiment ça, quoi. Mais non, mais vraiment, c'est un peu ça. Et il n'y a pas de... Le drame de leur truc, c'est qu'il n'y a jamais eu de structure au-dessus des clubs. Ouais. Comme on peut le voir dans plein de structures multiclubs. Donc il y a eu ça, ma première année, il fait beaucoup d'argent, la 2e année, il fait beaucoup d'argent, la 3e année, réforme du championnat belge. 3 clubs qui descendent directement. C'est la seule fois où il y a 3 clubs qui vont descendre directement. Donc déjà, tu te dis, au début de la saison,
C'est chaud. Moi, je suis pas dans la folie des grandeurs. Je dis ça sent le sapin quand même. Et on fait notre équipe. On fait une bonne équipe. Je vais pas revenir sur les choix d'entraîneur. Je pense qu'on a fait des erreurs. Et on fait une bonne équipe avec des bons joueurs. Je pense que intrinsèquement, sur les 3 saisons que je fais à Ostende, je pense que c'est l'équipe qui est la plus cohérente. Et là, il nous arrive ce qui arrive à plein de clubs. Il nous arrive notre numéro 9, numéro 1, Fraser Hornby, qui est dans la forme de sa carrière. Dernier jour du stage, enfin, non, pas dernier jour du stage. Je suis au bord du terrain en Espagne. Ouais. Boum, il va à un duel à la tête, il retombe, il se fait la clavicule. Out pendant toute la saison. On fait un stage exceptionnel, l'équipe elle est prête, ça va. Boum, il se pète. Notre capitaine, un des joueurs les plus importants, Cam McGeehan, il se pète. Et là, on se retrouve à jouer. Tu sais comment c'est le championnat belge, c'est que t'as pas beaucoup de matchs où une équipe comme Ostende, qu'une équipe comme Ostende peut gagner. Je vais pas te dire que quand tu joues Club de Bruges, Union, tout ça, tu les rayes, mais t'es quand même pas loin de les rayer. 90% du temps, tu les perds. Après, tu peux, à l'image de ce que fait la Louvière cette saison, tu peux, par exemple, arriver à faire des exploits exceptionnels. Ce que vous aviez déjà fait. Mais l'année où on descend, on bat le Club de Bruges à domicile 3-0. Ouais. On bat la Gantoise à l'extérieur. D'où l'homogénéité du championnat. Ouais, ça arrive, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu joues quand même ta peau. Tu joues ta peau sur Serein à domicile au mois de janvier, quoi. Tu sens que celui-là, il faut le gagner, quoi, tu vois. Ouais. Et là, donc, on a ces absences un peu clés qui font que la situation se tend, ça devient compliqué. Et moi, je dis souvent, gérer un club de foot, c'est savoir gérer une crise. T'as en permanence une crise. Elle peut être sportive, elle peut être financière, elle peut être média, elle peut être ce que tu veux. Et tu peux gérer une crise. Mais quand tu dois gérer en même temps une crise sportive et une crise financière, ben c'est impossible. Parce qu'en fait, toute l'énergie que moi, mais que plein d'autres dans le club, on aurait dû passer à faire en sorte de trouver les solutions avec le groupe, pour qu'on descend à 1 point. On descend d'1 point. Sur les 3 relégués, on est l'équipe qui termine le plus proche de se sauver, quoi. Ouais. Et on descend à 1 point. L'année où d'ailleurs, je ne sais plus qui fait faillite après, on n'aurait pas dû descendre. Et ce que je veux dire, c'est que l'énergie qu'on a passée à essayer de trouver des solutions, des fournisseurs qui n'étaient pas payés, des trucs comme ça, mais si j'avais eu un actionnaire qui avait été un actionnaire normal et qui avait assumé son rôle et qui avait dit les 4 ou 5 millions d'euros qui va manquer en fin de saison si on ne vend pas, je les mets pour que vous ayez un confort de trésorerie, on ne descendait pas. On ne descendait pas, c'est impossible qu'on descendait. Donc déjà, ça, c'est la première chose qui s'est passée avant mon départ. Après, ce qui s'est passé après mon départ, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Ce que je sais, c'est qu'on a laissé un club faire faillite. Une descente sportive, c'est pas la mort d'un club. Faut arrêter avec cette vision très européenne. D'ailleurs, putain, on est descendu, c'est fini. Oh, c'est pas une relégation. La différence de droit télé entre la D1A et la D1B, ça fait pas crever un club. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Les salaires qu'avaient les joueurs, d'ailleurs, ils ont tous été vendus. Sakamoto, qui a été vendu à la fin de cette saison-là, il va monter en première ligue avec Coventry, tu vois. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça qui fait crever un club. Ce qui fait crever un club, c'est quand il y a un accident de parcours comme ça et qu'il y a un actionnaire qui dit combien il fallait pour sauver Ostende ? 4 millions ? 5 millions ? C'est quoi, c'est rien ? Par rapport à tout ce qu'ils ont récupéré comme argent, effectivement, ils auraient pu le réinvestir. Ils auraient pu le sauver, le club. Je me rappelle de cette saison, mais bien sûr qu'on aurait pu le sauver. Je me rappelle une interview que je donne cette saison-là, la saison où on descend, à Wargame, match à l'extérieur, où t'es comme ça, faut que l'équipe qui perd, elle est pas bien, tu vois. Ouais, c'est à coup de se tirer. Et on nous fout le feu dans les médias pendant 15 jours avant le match en disant Ostende est en situation de faillite, Ostende est en situation de faillite. Donc je donne cette interview, mais je dis pourquoi vous dites qu'on est en situation de faillite ? Parce que vous perdez autant par an avant la vente de joueurs, et donc si vous vendez pas, je dis Anderlecht est en situation de... Anderlecht, le jour où Mark Cook il est pas d'accord pour mettre les 30 millions ou les 40 millions qu'il faut chaque année, j'ai pas les chiffres. En fonds propres, ouais. Il se passe quoi ? C'est pareil, le club est à vendre, ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Donc Ostende, c'est une histoire malheureuse d'actionnaires qui n'ont pas assumé leurs responsabilités, mais encore une fois, je suis pas d'accord pour dire qu'il y avait un trou énorme à Ostende. Non, il n'y avait pas un trou énorme à Ostende. Quand on me dit que j'ai été associé avec la faillite d'Ostende, je dis non, Ostende aurait fait faillite en 2020 si je ne l'avais pas dirigé pendant 3 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais tu as été fort ciblé pour ça. Mais bien sûr que j'ai été ciblé, parce que je suis le mec qui va répondre aux interviews, je suis le mec à qui tu peux poser n'importe quelle question qui va toujours te répondre de manière franche.
Et je suis le mec qui est assumé sur place auprès de tout le monde. Quand il fallait voir les supporters qu'on avait marre, quand il fallait voir ci, quand il fallait voir ça. Bon bah voilà, à la fin, c'était plus facile de dire que c'est la faute du Français que voilà. Qu'est-ce que tu veux, les Américains, ils étaient aux États-Unis, ils ont jamais refoutu un pied en Belgique, donc il fallait un coupable, c'était moi. Oui, mais est-ce que c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, cette transparence-là dont tu fais part, bah, tu n'avais peut-être pas l'occasion d'en faire part, en fait. Tu n'avais pas l'occasion, la chance de pouvoir dire tout ce que tu dis aujourd'hui à cette époque-là, parce que tu étais un peu réprimé par tes investisseurs. Oui, et parce que, je te dis, moi, faut aussi avoir une certaine loyauté envers les gens pour qui tu travailles. C'est-à-dire que s'il y avait eu des choses vraiment qui n'avaient pas été correctes, je l'aurais mentionné, mais fondamentalement, ils n'ont pas changé leur modèle de gestion du club de juin 2020 à mai 2023. Ils ont dit, on ne met pas un bal. Mais ce n'étaient pas des escrocs. Écoute, parce qu'aujourd'hui, ils sont plus dans le foot. Ils sont encore dans le foot, dans encore des clubs. Enfin, certains d'entre eux. Encore une fois, tu vois, c'est un consortium. Donc, certains d'entre eux sont à Nancy, certains d'entre eux sont encore à Barnsley, certains d'entre eux. Mais écoute, il faut différencier. Shenley, par exemple, qui a toujours été quelqu'un de correct. Je pense que si Shenley avait été propriétaire à 100% d'Ostende, il n'aurait jamais laissé le club faire faillite. Il y a eu une tentative à un moment donné dans ce sens-là, j'ai entendu. J'ai pas les infos que j'avais pu avoir, notamment avec des gens qui travaillaient au niveau du juridique. Il y avait une tentative de voir Shenley prendre plus de place. Mais lui, je le mets pas dans la même sauce que les autres, tu vois. Après, que Paul Conway ait bien vécu sur le club pendant 3 ans, ouais, il a bien vécu sur le club pendant 3 ans. Que d'autres investisseurs on tirait des bénéfices de ce qui se passait au club, c'est sûr. Oui, puis il y avait aussi cette histoire de l'agent qui avait amené Paul Conway pour réaliser la vente, qui avait retiré beaucoup de profits, je pense qu'il était impliqué dans pas mal de dossiers, où il avait récupéré une belle part de commissions, etc. Peut-être via la holding, mais en tout cas via le club, il n'a jamais fait de deal avec nous sur des joueurs. Non, c'était Luc Devroux, l'agent en l'occurrence, mais Luc Devroux n'a pas fait de deal avec vous. Mais par contre, je sais qu'il a été question de la partie financière qui lui a été rétribué pour avoir fait l'intermédiaire. Et c'était relativement problématique à ce moment-là. Pas via le club, en tout cas. Okay. Peut-être via la holding, je sais pas. Ah, c'est possible, effectivement. Ça, tu vois, ça aussi, c'est intéressant de le signaler. La holding cache pas mal de choses, donc elles permettent à des opérations qui sont pas transparentes de se réaliser. Et ça, parfois aussi, ça permet de mettre un peu la lumière, ou plutôt cacher sous le tapis, ce qui devrait parfois être en lumière. Et donc, peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites dont tu n'es même pas au courant, qui t'ont été ensuite attribuées. C'est clair. Après, Ostende, c'est un épisode, paradoxalement, je dirais que c'est la période la plus aboutie de mon management dans le foot. Parce que j'ai vraiment je prenais la majeure partie des grandes décisions sportives, la majeure partie des grandes décisions dans le fonctionnement du club. J'y ai vraiment mis toute mon énergie, toute ma passion, et paradoxalement, ça s'est terminé comme ça, malheureusement. Mais ouais, c'est dur de voir ce que ça aurait pu devenir et ce que c'est devenu. Parce que quand je vois tous les mecs, t'en as mentionné certains qui sont passés par là, dès que je recoise quelqu'un qui a travaillé avec moi au stand ou quoi que ce soit, on n'a que des bons souvenirs à se remémorer. C'était un club génial. Et je l'ai vraiment géré comme si c'était le mien. Je veux dire, il était hors de question que je me paye 1 euro de mon salaire si la secrétaire ou la femme de ménage n'a été pas payée à la fin du mois. Tu vois. Moi, j'ai passé, je crois que le record que j'ai eu, c'est 8 mois sans me payer. T'imagines ? J'ai attendu 8 mois pour me payer. Mais t'étais payé comment ? En dividende ? Non, j'avais un salaire. Non, je facturais, j'étais payé j'étais consultant. T'étais indépendant. Mais ce que je veux dire, c'est que un club, ça se gère avec la trésorerie. Et quand tu n'as pas d'apport de ton actionnaire, je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup en Belgique qui sont dans des situations comme ça. Quand tu n'as pas d'apport de l'actionnaire, gérer un club de foot, c'est vraiment piloter de la trésorerie. C'est dingue, parce que la réputation que tu avais auprès justement de certaines personnes, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tu étais plutôt le mec qui, s'il fallait faire des grosses factures, tu les faisais, quoi. Ma facture, j'ai pas de grosses factures ou de petites factures. Je gagnais la même chose tous les mois. Ouais. J'ai jamais été intéressé sur les transferts au stand. Je fais 30 millions de ventes, j'ai touché 0 balles. J'avais un salaire tous les mois. Si on me demande est-ce que j'étais bien payé, partout où j'ai été très bien payé. Je vais te dire, si un dirigeant n'est pas bien payé, mais vire-le d'entrée, embauche-le pas. Ça veut dire qu'il ne sait même pas négocier.
Qu'est-ce que c'est? La plus grosse partie de ton boulot, c'est de négocier. Si tu n'es même pas capable de négocier pour toi-même, excuse-moi, c'est pas un signe de compétence. Donc, est-ce que j'ai été bien payé dans toutes les fonctions que j'ai eues? Bien sûr. Mais j'ai volé 1 euro à personne. Hein. Et comme je dis toujours, moi, vous allez me payer, bien me payer, mais vous allez savoir combien je gagne. Parce que tout ce que je gagne, c'est vous qui allez me le donner, si tu vois ce que je veux dire. Exactement. D'ailleurs, il y a un homme, pour faire la transition, qui, lui, par contre, ne t'a pas payé. Tu as gagné au tribunal contre lui, donc félicitations pour ça. C'est John Textor. John Textor, ancien, on peut dire toujours, c'est un peu nébuleux, propriétaire de l'Olympique lyonnais, également propriétaire patron du RWDM, de Botafogo. Il a créé un groupe qui s'appelle le groupe Eagle, qui a également des participations dans Crystal Palace qu'il a récemment vendu. On dit aujourd'hui qu'il a l'ambition d'acheter Wolverhampton pour 450 millions de livres. Alors, tout ça, ça me paraît complètement fou. Ça me paraît complètement fantasmatique parce que je ne comprends pas vraiment d'où il sort son argent, quelle est sa volonté, est-ce que c'est un Ponzi, en fait, une pyramide de Ponzi qui crée? Qui est-il vraiment, en fait, John Textor? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que toi, tu sais en interne, pour permettre aux gens de comprendre vraiment comment fonctionne le système Textor? C'est la question à $1 million. Qui est John Textor? Je pense qu'il est beaucoup de différentes personnes à la fois. Je pense qu'il n'y a pas un John Textor, il y en a beaucoup. C'est un peu le Trump du football, tu vois. Ok. Si je prenais comparaison que tout le monde va comprendre, je parle pas d'idées politiques, de quoi que ce soit, bien sûr. Je parle plus du mode de fonctionnement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va pas respecter un contrat qu'il a signé, parce qu'il va dire je m'en fous, démerde-toi, va au tribunal. Qui va pas respecter une décision de justice, parce qu'il a toujours quelqu'un qui pense toujours qui connaît les choses mieux que les autres. Ça, c'est vraiment fondamental chez lui. Je pense que c'est... si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un peu ça. Il y a ce John Textor-là. Après, il y en a un qui est assez attachant. Faut pas... J'ai eu énormément de différends avec lui. T'as évoqué que j'ai gagné mon procès contre lui, donc j'en suis ravi. J'ai une satisfaction intellectuelle de lire une décision de justice d'une dizaine de pages qui explique que, c'est pas de ma faute ce qui s'est passé à Molenbeek, bien au contraire, et qu'il doit respecter un certain nombre de choses. La satisfaction, elle est intellectuelle, parce que malgré la décision de justice, il m'a toujours pas payé 1 euro. Mais malgré tout ça, je te dis quand même qu'il a aussi une facette de lui où il peut être attachant. Mais il faut que tu sois au bon endroit, au bon moment, pour voir cette personne-là, et elle reste jamais très très longtemps. Il y a un vrai côté passionné de foot. C'est pas surfait chez lui, c'est vrai, vraiment. Mais il y a aussi ce côté, je respecte que ce que je dis. Mais puisque c'est pas son argent, Gauthier, comment il fait pour acheter les clubs? Explique-moi, quel est le procédé avec lequel il arrive à déposer 450 millions de livres pour racheter Wolverhampton, alors que Wolverhampton est aux mains des Chinois, puis était aux mains ensuite, on le sait, de George Mendes, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un mec comme ça, qui s'est vautré du côté de Lyon, qui a des difficultés du côté du RWDM, je pense qu'il y a beaucoup de discussions liées au rachat du club en ce moment, qu'est-ce qui fait que ce mec-là a encore à la fois la légitimité, mais également parvient à trouver des fonds pour pouvoir satisfaire ses ambitions, en fait? Écoute, je partage tes interrogations, je sais pas. Franchement, quand j'ai vu la nouvelle sur Sky Sport, il a fait une offre à Wolverhampton pour autant, j'ai eu la même réaction que toi. Je dis, mais avec quel argent, en fait? Avec l'argent de... Alors, mais quand il parle avec toi, il s'est déclaré comment? Comment est-ce qu'il s'est déclaré si tu veux, c'est de là que vient un peu mon... Ton inimitié? Non, c'est de là que vient un peu, je dirais, ma tristesse sur ce qui s'est passé à Molenbeek. C'est que donc, je suis dans la situation que je t'ai décrite tout à l'heure à Ostende, où j'essaye de gérer, mais en gros, je suis en train de me dire, putain, mais moi, je peux plus travailler comme ça. Je l'ai fait pendant 3 ans, je l'ai même fait à Barnsley où j'avais pas d'argent, tout ça. Je l'ai fait. J'ai fait le funambule, j'ai réussi. Mais maintenant, je ne veux plus. Qu'on se maintienne pas, c'est fini, je veux plus. Donc, et là, je fais la rencontre de John Textor, qui est très friand des appels qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Et ça match. Parce qu'en fait, il me séduit, il m'attire avec un discours qui était celui que je voulais entendre à ce moment-là, qui était
voilà, il me dit, tous mes analystes ont fait l'analyse de tout le travail que tu as fait à Ostende. C'est formidable. D'ailleurs, même sur cette saison, ce qui était vrai, même sur cette saison où le club se battait pour la relégation, parce qu'on n'a pas été relégable beaucoup, en expected points, on était milieu de tableau. Il nous est arrivé des trucs cette saison-là, c'est de la sorcellerie. Et donc il dit, voilà, je vais te donner ce que tu n'as jamais eu, je vais mettre de l'argent, moi, et je vais te laisser faire. Moi, j'embauche des gens qui sont les meilleurs dans leur truc, et je vais te laisser faire. Et mon objectif, c'est de monter vraiment un gros club, des infrastructures. Enfin, vraiment, le projet, je vais te dire, faut avoir du mal pour pas être emballé. Et d'ailleurs, je signe le contrat, ne sachant même pas si le club va être en D1. Je n'ai pas de problème à aller dans ce projet-là, même en D1B, parce que ce qu'on promet, ça va être quelque chose qui va compter dans le paysage du football belge, si tu veux. Et je commence, je sais plus à quelle date bah déjà, Thierry Dailly était pas censé partir à ce moment-là. Moi, au moment où je m'engage, j'ai pas de problème. On te dit pas qu'il va être dehors. Mais pas du tout. J'ai pas de problème à gérer le club et que Thierry soit le président et que ce qu'il incarne et ce qu'il représente à Molenbeek. J'ai aucun souci, tu sais. On se connaît, tu sais que j'ai pas de problème d'ego. Ce que je dis toujours, mon ego, il a été satisfait assez tôt dans ma carrière, donc j'ai pas besoin de grand-chose. Et bref, il se passe ce qui se passe avec Thierry, qui est débarqué comme ça dernier. Je me dis, waouh, ok, c'est quand même drôle de fonctionnement. Et en gros, je pense qu'il a cherché un kamikaze pour... C'était moi le kamikaze. Ouais. Il a cherché un mec qui allait avoir les couilles d'aller le lendemain au bureau quand il aura viré Thierry, quoi. Ok, d'accord. Et donc je me retrouve dans cette situation-là. Et au bout de 48 heures, j'ai su que ça allait pas aller. Au bout de 48 heures, on s'engueulait sur le gardien remplaçant, je vais te dire. Non, mais vraiment. Ah ouais, à ce point-là. Et là, je me suis dit, oula, là, on est dans un truc. Et j'ai dû me battre. J'ai dépensé une énergie. Donc c'est la confrontation perpétuelle avec le... Permanente. Et j'ai dû me battre pour tous les joueurs que j'ai voulu faire venir à Molenbeek. Humblement, je pense que ça a été les meilleurs joueurs. Très humblement, j'ai dû me battre pour qu'ils viennent en mettant limite mon poste en jeu à chaque signature, quoi. Ouais, c'est ça. Pierre Duomo, Xavier Mercier, je t'en parle même pas, il est arrivé en Belgique alors que Textor était même pas au courant. Chouto Abbé, Ilay Camara, on en reparlera, mais je pense que s'il y a un joueur qui ne pouvait pas voir, c'était Ilay Camara. Ah oui, à ce point-là. Même alors qu'il performait. Il voulait pas d'Ilay Camara, John Textor? Il n'en voulait pas, c'est pour ça que ça me fait marrer. Ah non, il n'en voulait pas quand on l'a signé. Ouais. C'est le seul joueur que j'ai signé sans la permission du board. Ok. Parce que financièrement, c'était rien. Et je l'ai fait comme ça parce que c'était le dernier jour. C'était un prêt sec? Non, on l'a eu gratuitement. Ok, il était en fin de contrat et tu l'as fait signer un contrat. C'était un des bons coups de Jasper. Ok, d'accord. Incroyable. Jasper Wouters, qui est toujours à RWDM d'ailleurs. Il était au RWDM en tant que... Non, je disais c'était un bon coup de Jasper à Anderlecht. Ah oui, j'espère Fredberg. Ah oui, ok, oui, effectivement. C'est très bonne idée, comme Lucas Tassin d'ailleurs. On est voilà, c'est la même période, tu vois. On est dans cette idée de génie de vendre des jeunes pépites. Et donc, si tu veux, c'est la confrontation perpétuelle. Et je me rappellerai toujours, au bout d'un mois, je pense, où j'ai dû me battre pour faire passer un certain nombre de joueurs, et j'y suis arrivé au début. J'ai eu cet appel absolument hallucinant de Matt Niehaus, qui est le CEO de Eagle Group. Personne ne connaît, parce que c'est un rôle qui sert à rien, vu que John décide de tout. et il me passe un coup de fil, assez amical, tout ça. Alors, comment ça se passe? Ça va, écoute, c'est pas évident, mais truc. Et il me dit ce truc hallucinant, il me dit, tu sais, Gauthier, de tous les clubs qu'on a, de tous les dirigeants, t'es peut-être celui que John value the most, considère le plus, parce que tu lui dis toujours ce que tu penses. Je dis, écoute, moi, vous me payez, la moindre des choses, c'est que je te dise ce que je pense, sinon ça sert à rien que tu me payes, tu vois. Et il rajoute ça à la fin de la phrase et il dit, mais ça va vite l'agacer. Et donc oui, ça l'a vite agacé. On a eu l'épisode où il a viré Vincent Evrard, enfin, c'était hallucinant. Ouais. Moi, on fait ce match contre l'Olympique Lyonnais, on bat l'Olympique Lyonnais à domicile. Dinguerie. Avec une équipe de bras cassés, parce que tous les joueurs, personne n'était arrivé, vu que tout notre mercato était freiné. Donc Vincent parvient à battre l'OL avec une équipe. Si tu vois la compo aujourd'hui, je pense que... Ouais. Et si tu veux, on les bat. Et après le match, il me dit...
je vais virer Vincent. Ouais, je dis, attends, je dis, t'es en train de me demander mon avis ou t'es en train de m'annoncer que tu vas virer Vincent? Il dit, non, je t'annonce que je vais virer Vincent. Et là, il part à son hôtel à Bruxelles. Je dis, écoute, est-ce qu'on peut se voir? Il y avait un match de Botafogo, il partait. Je dis, écoute, faut qu'on se voit là. Faut qu'on se voit. J'arrive pas à le voir, mais je suis au téléphone avec lui pendant 1 heure. Et je lui explique par A plus B que c'est une connerie. Et je rentre même pas dans son réseau. Je pense qu'il y avait un gros passif entre les deux, que je ne connais pas, mais... Et je lui dis la chaussure, je dis, mais... Pour une raison, ne serait-ce que pour cette raison-là, c'est d'une connerie. C'est le timing. On va virer un entraîneur qui a fait toute la préparation avec l'équipe. Le groupe est limité. C'est le seul qui connaît comment faire marcher le truc. On vient de battre Lyon. Laissons-le. Je dis, si à la trêve internationale de septembre, ça n'a pas donné satisfaction, il sera temps de le sortir à ce moment-là, d'avoir un nouvel entraîneur qui aura 15 jours pour implémenter ce qu'il veut faire, tu vois. Et je vais me coucher, je te jure. Il me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, on va faire ça et tout. Je vais me coucher, Vincent Pensant Evrard. Que tu l'as convaincu. Je l'ai sauvé. Vincent Evrard est sauvé quand je vais me coucher. Et à 8h du matin, il m'appelle. Et il me dit, non, j'ai réfléchi. En fait, il n'a pas réfléchi. Il a eu Bruno Chéroux qui lui a soufflé dans l'oreille toute la nuit qu'il fallait mettre son pote Claudio là. Et je me suis réveillé le matin et c'était fini. C'est incroyable. Et donc, c'est une autre facette de John, c'est que c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et moi, souvent comme ça dans le monde du foot. Ouais, mais si tu veux, moi je suis pas le genre de mec, tu le sais, qui va passer sa vie au téléphone pour essayer d'être le mieux avec le propriétaire du club. Il y en a d'autres qui le font très bien à Molenbeek. Moi, j'ai jamais fait ça, tu vois. Mais avec lui, je pense que c'est compliqué, quoi. Mais c'est ça, en fait. Le mode de gestion et le mode de communication, c'est la colonisation. Je suis désolé, mais... il s'en est un petit peu ému, il en a rigolé suite aux insultes qui ont été profanées. Et d'ailleurs, ça ne se faisait pas du tout de Nasser Al-Khelaifi qui disait que c'était un cow-boy, etc. Mais le modèle de l'Américain qui vient sur une nouvelle terre, qui vient marcher sur tes propriétés, sur ta tradition et ta culture pour pouvoir imposer la sienne sans aucun respect, c'est quand même une grande différence de mentalité. Et je ne pense pas que c'est la meilleure des manières de réussir dans le milieu du football. Mais c'est le stéréotype je pense que c'est un peu le stéréotype de l'Américain. Quand il me vire sur un simple email que je reçois, il a quand même la décence, un quart d'heure plus tard, de me passer un coup de fil. Et là, dans le coup de fil... Tu vas comprendre pourquoi j'en viens là. Dans le coup de fil qu'il me passe, il me dit, je vais faire ce que tu n'as jamais osé faire. Déjà, il me dit, tu aurais dû interdire les supporters de stade toute l'année. On aurait dû jouer devant un huis clos toute l'année, on aurait mieux fait. Je dis, mais ça va pas, tu vois. Je dis, écoute, John, c'est pas possible, tu sais, tu as acheté un club avec une vraie base de supporters, avec tout ça et tout, c'est pas pour en faire un inconvénient pour le club, faut que ça en soit une force. Tu te rends compte, il voulait virer tous les supporters. Non, mais attends, et il me dit, et je vais aller plus loin d'ailleurs, je vais faire quelque chose que tu n'aurais jamais osé faire, je vais changer le nom du club. Je dis, non, tu vois pas, parce que c'est vrai que je m'étais battu contre ça pendant 1 année, et là il me dit, et tu vas voir, je vais l'annoncer dans 1 mois. Mais en fait, il l'a fait 1 an après. Ouais, ok. Mais tu vois, pour te dire que c'est vraiment, comme tu dis, le mec qui arrive... C'est un colon. Dans l'état d'esprit des choses, c'est vraiment un colon. C'est quelqu'un qui ne respecte pas le lieu dans lequel il est. Ouais. Et à titre personnel aussi, j'ai eu des grosses discussions avec lui, etc. Parce que j'avais une forme de liberté et d'indépendance qui faisait que je n'avais pas d'attache, ce qui rendait fort nerveux Maxime Vossen, son CIO, et qui forcément venait se plaindre auprès de lui. Mais c'était ensuite très enrichissant. Sauf qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui aussi, du jour au lendemain, est hyper versatile. On discutait super bien. 2 jours plus tard, il avait changé de téléphone. Plus jamais possibilité de recommuniquer derrière avec lui. Non, mais tu te rends compte aussi que c'est un manque de fiabilité incroyable. Comment veux-tu réussir dans le milieu du football si tu as ce type de procédé-là? C'est impossible. Mais moi, je ne suis même pas un collaborateur. Je suis une personne externe sur laquelle il s'appuyait parfois quand il en avait besoin. Mais t'imagines toi, qui était en interne, qui travaillait tous les jours, etc. Vivre avec ça, c'est insupportable, même mentalement. C'est dissociation complète, quoi. On a parlé de mercato, c'est ce qui intéresse les gens. Tu te rends compte que quand tu pilotes un club de foot, il y a des décisions qui doivent se prendre et se prendre vite parfois. Parfois, ce qui fait que la décision est bonne, c'est le timing de la décision. Quand tu as un contrat comme celui que j'avais à Molenbeek, où en gros, je peux même pas décider d'acheter un paquet de crayons si j'ai envie, quoi. Je dois avoir l'accord du board pour tout. Quand tu as un contrat comme ça et que tu dois tout faire valider, mais il y a des coups que bien sûr que tu rates. Parce que
c'est même pas qu'il dit non, c'est qu'il répond pas la plupart du temps. Il répond pas à tes appels, il répond pas à tes emails. On a loupé, on avait le deal, hein. Norman Bassett, je t'en cite un. Voilà. J'ai le deal, prêt avec option d'achat quand salaire mini. Jamais répondu. Je le harcèle. J'ai dû passer par ses sbires pour qu'il daigne me rappeler. Et il refuse le deal. Bah, il signe à Malines. Et il fait une très bonne saison d'ailleurs du côté du KV Mechelen à ce moment-là. C'était que des trucs comme ça. C'était que des... Si c'est pas ce qu'il a envie d'entendre, il a pas envie d'avoir une conversation avec toi. Il m'a dit ce truc dingue un jour. On fait la première partie de saison qui était scalée. Encore une fois, on n'a pas fait une saison, on a été relégable du début à la fin. Tu vois. On a fait des bonnes choses aussi. Mais on sent qu'au bout de quelques mois, l'héritage qu'avait laissé Vincent en termes techniques, il commence à s'éroder et que Claudio, il trouve pas les solutions. On le voit très vite. On dit on va faire un stage bien, on va faire un stage une semaine, on va faire un truc bien pour les joueurs, remotiver tout le monde, faire le truc bien. Je l'appelle, je dis tu sais John, il y a quand même quelque chose qui serait bien, c'est qu'on va faire ce stage. Je pense que ça serait très bénéfique que tu viennes. Viens une journée, pas plus. On fait un barbecue avec les joueurs, tu leur dis un petit mot. Je dis c'est important, tu sais qu'ils sentent. Je dis ils te voient à la télé à Lyon, à Botafogo, faire le con et tout, mais t'es pas là, tu vois ici. Et je dis là on est dans un moment de la saison où il faut que tu c'est là qu'il faut le faire, tu vois. C'est là qu'il faut le faire. Et il me répond ce truc incroyable qui m'a pas quitté depuis. Il me dit mais Gauthier, t'as pas encore compris qui j'étais. Je dis c'est-à-dire. Il dit moi je ne vais que où il y a du bonheur. Là c'est une situation de merde, j'ai pas envie d'y aller. Je vais à Lyon parce que c'était la fête à cette époque-là, à Botafogo il y a une statue. Je vais là où il y a du bonheur. Et je lui dis mais c'est pas la vie ça. Je lui ai dit mais on a une vision diamétralement opposée que ce qu'est la fonction. Parle même pas de foot, de ce qu'est la fonction de dirigeant d'une entreprise. C'est d'être là quand c'est la merde. Tu vois, c'est pas d'être là quand tout va bien. C'est d'être là quand ça va pas et qu'il faut que les gens voient que t'es le bouclier, que toi t'y crois, que toi t'es debout et que c'est à toi d'emmener les autres. Il considère les gens comme des objets, John Textor. Je sais pas comment il les considère. Si, je suis désolé, il te vire, il te paye pas. Et derrière, tu dois te battre pour récupérer ton argent et tu n'as même pas encore récupéré aujourd'hui. Et il a fait ça avec absolument tout le monde. La jouettisation du club de football, c'est quand même un vrai fléau. Et John Textor en est un des exemples les plus éminents, quoi. Et on voit, tu vois, regarde ce que fait Lyon depuis qu'il est parti, avec 10 fois moins de moyens qu'ils avaient avant. Quand il y a un peu de cohérence qui commence à être mis dans les décisions, dans tout ça, bah on voit que c'est pas de la chimie nucléaire de gérer un club de foot. C'est un peu de cohérence et tout ça, mais c'est sûr que une année passée avec lui, ça a été surtout qu'on se rend compte que son quotidien aussi est absolument dingue. Je me rappelle dans l'équipe magazine qu'il avait suivi, qui passait par le Bahamas, Miami, une journée, il reprenait un jet, il repartait, il allait en Europe, ensuite il allait au Brésil, il repartait ensuite direction les États-Unis. En fait, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'a pas de base, il n'est pas ancré dans la matière, donc c'est difficile pour lui de connaître sa réalité. Il est toujours en l'air, quoi. L'équipe a été coupable du fait que ça ait duré aussi longtemps le cinéma. Parce que... Ils l'ont protégé ? Ouais, complètement. Ils ont donné cette image à tout le monde, c'était limite l'investisseur philanthrope, quoi. Ok. Faut arrêter. Tu vois, je pense qu'ils... Ouais, ils l'ont protégé parce qu'ils avaient les infos, parce qu'ils avaient tout ça. Alors que, franchement, on parle un peu à tous les gens qui travaillent à Molenbeek, tous les gens qui travaillent à Lyon, tout le monde dit au bout de quand je rencontrais quelqu'un à Lyon, on se regardait, on n'avait même pas besoin de se parler. Tu vois, on savait ce que l'autre était en train de vivre. Ouais. Tu vois, c'est hallucinant. C'est le pire collaborateur ou le pire propriétaire que tu aies eu, John Textor ? Écoute, j'ai eu à travailler avec PMG où je prenais la majorité des décisions dans un contexte merdique, parce que j'avais pas d'argent. Et j'ai eu l'inverse à Molenbeek, où de l'argent, il y en a toujours eu, ils faisaient toujours les virements tous les mois. Par contre, je ne décidais de rien. Quand je te dis de rien, c'est de rien. Et chaque décision que je devais prendre, je devais me battre pour la faire passer, quoi. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il voulait, c'était une image. C'était quelqu'un qui a une représentation. C'était pas. Et un kamikaze. Il voulait un kamikaze, je pense. Je pense que j'étais le kamikaze. Oui, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas être challengé. Est-ce qu'on peut comparer à une forme de dictature ? Mais carrément, mais complètement. Si tu ne penses pas la même chose que lui, t'es un con.
Okay. Je peux pas te le dire autrement. Si tu n'as pas le même avis que lui, t'es un con, et au bout d'un moment, il veut même plus avoir d'interaction avec toi parce que ça ne lui fait pas plaisir. Et comme il ne veut que être entouré de bonheur, bah, il est entouré de personnes qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Incroyable. On va gagner ce week-end, président. Ah oui, et c'est comme ça que tu restes. Et donc ceux qui restent, en fait, qui sont actuellement dans les clubs, c'est des gens qui, effectivement, n'ont rien osé dire, quoi. C'est un peu ça, la synthèse. Rien osé dire, ne disent toujours rien. Mais apparemment, ça continue. Et lui seul croit donc à ses projets et envoie des messages, certainement dans la presse, fait filtrer des informations comme quoi il est capable de financer des projets à 450 millions. Voilà. Mais quand on se demande ce qu'il a fait et le temps qu'il a pris pour revendre ses parts du côté de Crystal Palace, et quand on connaît la dureté également de la FA, de la Fédération anglaise, je pense qu'il va être accueilli, là. Il va être accueilli. Voilà, il avait déjà tenté avec Everton, ça ne s'était pas passé. Donc, moi, parfois, j'ai un peu la même peur que j'ai avec 777 concernant John Textor. C'est-à-dire qu'en fait, pour financer tout son projet et pour faire en sorte qu'il y ait une forme d'équilibre et de stabilité au niveau financier et qu'il y ait des rentrées et qu'au final, ça finisse par créer quelque chose de plus ou moins cohérent au niveau du budget et qu'il y ait un vrai équilibre, en fait, il a besoin de l'argent de la Première Ligue pour ensuite avoir les droits télé, ce qui lui permet ensuite d'acheter, de revendre, etc. C'est pour ça que je parle d'un Ponzi. C'est-à-dire que si la base de base, le haut de la pyramide ne fonctionne pas et que on n'y est pas, c'est mort. Alors, est-ce que c'est un Ponzi ou pas? Je sais pas. L'histoire nous le dira, je pense. En tout cas, j'ai jamais compris le business model. Alors, on n'arrête pas de nous parler de cet IPO qui va... Ça va être révolutionnaire. Je sais pas. Mais lui, t'as jamais vendu le projet en disant voilà mon projet clair, voici par lequel je fais passer tous mes clubs satellites. Eagle Group, il va financer ceci. Mais il te l'a pas dit de manière claire pour que justement tu sois rassuré par le fait de. De manière claire et intelligible, non. Jamais. Non, jamais. Après, je te dis. T'as quand même accepté malgré le fait que tu savais que c'était flou. Mais comme je te dis, j'étais dans cette situation à Ostende où je voulais travailler dans un club où il n'y avait pas de stress financier. Je les gérais comme ma boîte au stand. Je les gérais. C'est moi qui me faisais des ulcères à l'estomac parce qu'on ne pouvait pas payer les gens. Si on ne pouvait pas payer les gens à la fin du mois, tu vois ce que je veux dire? J'avais plus envie de vivre ça. Et j'étais prêt à y laisser un peu d'autonomie dans mon travail. Mais je ne pensais pas que ça serait à ce point-là. Non. Quelle est l'erreur majeure que tu as commise et que tu ne recommettrais plus jamais dans toute ta carrière jusqu'à présent? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je pense, c'est que j'ai du mal à pas me faire séduire par un projet, quoi. C'est-à-dire que je vois toujours un peu l'opportunité partout, même si le pitch de base il est quand même assez merdique, si tu veux. Je veux dire, j'étais président de l'OGC Nice à 30 ans, je venais de sortir parce qu'Ineos était arrivé. J'ai rien trouvé de mieux qu'à m'embarquer dans une histoire à reprendre un petit club de première division belge qui perdait de l'argent avec des gens qui ne voulaient pas en mettre quand même. Tu vois, j'ai quand même réussi à être séduit par ça. Et je pense que c'est ça, c'est aussi parce que j'ai eu des fonctions très jeunes. Il fallait aussi que j'accepte que c'était pas le pitch parfait, tu vois. Aujourd'hui, je serais plus exigeant sur... de travailler avec les bonnes personnes qui ont des valeurs similaires aux miennes, qui ont les moyens de leurs ambitions, qui ont de l'ambition. Après, c'est pas toi que je vais le dire, mais ça court pas les rues dans l'industrie du foot aujourd'hui. C'est clair. C'est d'ailleurs la grande recherche en off. L'objectif, c'est d'avoir des gens compétents qui ont une façon de voir le football, une vraie vision et qui savent l'exprimer. Ce qui est intéressant aussi chez toi, c'est que tu as su, à un moment donné aussi, aujourd'hui, nous l'expliquer. Et effectivement, très peu sont ceux qui savent mettre des mots sur ce qu'ils projettent dans la tête. Et c'est à peu près ce que tu as pu faire. Tu sais, on parlait tout à l'heure des grandes évolutions dans l'industrie du foot les 10 dernières années. On parlait de multipropriété, tout ça que j'avais annoncé assez tôt. Moi, je vais te dire, la prochaine évolution, ça va être le cycle inverse. On a eu cette période où les fonds d'investissement, ensuite les grandes fortunes rachetaient les clubs, tout ça. Et je pense que tout se casse la gueule, parce qu'on voit bien ce qui se passe avec les droits télé en France, on voit ce qui se passe avec les droits télé en Belgique, on voit qu'on ne peut pas toujours... En fait, les Américains sont arrivés en se disant, voilà une industrie où en gros un club, ça se rachète une fois et demie les revenus. D'accord? Alors des franchises américaines, c'est 7-8 fois. Ils se sont dit, mais c'est extraordinaire. Des marques qui sont là depuis plus de 100 ans,
comparé à nos franchises américaines. On les évalue qu'à une fois et demie les revenus, mais c'est extraordinaire. Raflons tout. C'était un peu comme tout à l'heure, il n'y a pas de stratégie, j'achète. C'était ça. Il fallait le prendre. Prends-le, tu le revendras plus cher. En se disant, les droits télé, le trend, il est comme ça va continuer d'augmenter, les ventes de joueurs, ça va continuer d'augmenter. On va américaniser le sport, on va le marketer, ça va faire du fric. On va augmenter l'évaluation des boîtes et on va les revendre. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se rendre compte que... Ils sont cassés la gueule. S'ils récupèrent leur plume, ils seront déjà contents. Et je pense que le cycle prochain, c'est qu'on va revenir aux entrepreneurs locaux qui ont réussi. D'accord. Et le mec, il se dit, tu sais quoi, moi, je vais faire quelque chose pour le club local, le club que je supporte, que c'est important pour la communauté ici. Je pense qu'on va revenir à ça. Mais tu sais que j'en avais parlé avec Vadim, et ce que j'avais expliqué à Vadim, c'est que pour moi, le prochain effectivement projet des propriétaires, ou la nouvelle vague des propriétaires, ce sont ceux qui effectivement sont des propriétaires terriens, qui ont quand même déjà des fonds propres, mais qui vont démarrer de plus bas. Bien sûr. Tu vois, on démarre sur de la Ligue 1, on démarre sur de la Championship, et derrière, on fait monter le projet. Et je suis sûr et certain que, par exemple, il y a Nicolas Loest, qui est un propriétaire assez riche, fortuné en Belgique, qui a démarré avec le projet de Rochefort, l'Union Rochefortoise. Bah, il a beaucoup d'argent. S'il veut, il peut le racheter, le Standard de Liège. Tu vois, par exemple, parce qu'il est fan du Standard. Hein, je dis ça. Il aurait pu racheter n'importe quel autre club. Mais ce que j'explique, c'est qu'ici, il a préféré faire monter une équipe pour qui il a de l'affection et qu'il a envie de voir progresser en partant de tout en bas. Et je pense que ça, c'est les prochaines grosses équipes qui sont amenées à grandir. En prenant, par exemple, effet sur le projet de Brighton. Il y a Mjällby, aujourd'hui, qui a été champion en Suède, qui a 1200 habitants. C'est un truc de fou. 4 millions de budget. Voilà, le projet de l'Union Saint-Gilloise, évidemment. Ça, c'est les nouveaux projets football qui vont grandir. C'est peut-être aussi ça qui, toi, peut te séduire à un moment donné. Un projet petit, sain, où tu vas pouvoir parler à tout le monde. Tu vois, par exemple, on recevra certainement les dirigeants de Versailles cette saison. Bah, c'est super intéressant ce qu'ils ont pu développer dans leur documentaire, parce qu'ils expliquent aussi qu'à certains niveaux, à un moment donné, ils sont en galère, quoi. Alexandre Mullier, lui aussi, a eu des grandes difficultés après avoir quitté le monde de l'agro-industrie. Et il a construit son projet sur base d'un club qui veut faire grandir, qui a 8 millions d'euros de budget, mais qui est en national. Mais tu vois, je le connais pas personnellement, Alexandre, mais je regarde ça de l'extérieur avec un œil attentif. C'est quelqu'un qui vient d'une des familles, une des plus grandes fortunes de France, qui s'intéresse au football. Ça titille mon attention et qui fait les choses, qui essaye de faire les choses de manière intelligente et différente. Et je trouve qu'en fait, ce qu'il est en train de montrer, qu'il y ait des résultats sportifs, pas de résultats sportifs, c'est même pas ça en fait l'important. Il faut que les gens arrêtent de s'attacher à ça tout de suite. Ce qui est important dans ce qu'il est en train de faire, je trouve, c'est qu'il est en train de montrer que c'est un projet entrepreneurial. C'est-à-dire, c'est quoi un entrepreneur? C'est quelqu'un qui a une vision. Une vision qui met les moyens et qui ensuite va mettre en place les choses. Lui, c'est ça. C'est un projet entrepreneur. C'est un entrepreneur, certes, qui a des moyens, mais les moyens font pas que... C'est pas parce que tu as des moyens que ça réussit. Mais il a une vision. Et il essaye de faire grandir son projet pas à pas. Et j'aime bien aussi ce qu'il montre, c'est que... C'est quoi être entrepreneur ou être dirigeant ou quoi que ce soit? C'est faire des erreurs. C'est pas grave de faire des erreurs. Tu prends des décisions toute la journée. Tout ça, bien sûr que de temps en temps, tu peux pas être parfait. Mais la pire des décisions, c'est de pas en prendre. C'est pour ça que je t'ai parlé à 2 reprises d'échecs et d'erreurs. Parce que pour moi, ces erreurs-là, ce sont des conseils que tu peux donner. Et ça se transforme en conseils qui te permettent d'avancer derrière, en fait. Tout à fait. Tu vois? Et il y a une chose aussi dont je voulais parler avant de passer à la sauce, où là, je vais te cuisiner un petit peu. Tu vas voir, ça va être marrant. C'est l'enivrement du pouvoir. C'est ce moment où, en fait, tu flottes. T'es en l'air et en fait tu le sens. J'ai dit à un moment donné, il y a une forme d'excitation de dire ok, je suis en train de vivre quelque chose. Moi personnellement dans ma vie, ça m'est déjà arrivé, notamment au début de ma carrière quand je travaillais pour les grands médias français, etc. Il y a ce truc de putain, je suis en train de vivre un truc, t'es dans l'excitation, t'es dans l'euphorie. Est-ce que toi aussi t'as déjà ressenti ces choses-là? Parce que très tôt être propulsé comme ça à ce niveau-là de pouvoir à un moment donné, t'as l'impression que tu voles en fait, t'es en lévitation quoi. Ouais. Je suis pas sûr de l'avoir déjà ressenti. Ok. Parce qu'en fait... parce que t'es peut-être pas dans l'émotion. Non, mais c'est parce que à partir de 23-24 ans, je me suis dit, moi, c'est ça que je vais faire. Je veux dire, j'y suis pas arrivé par...
j'ai pas tapé à la porte, il n'y a personne, je peux rentrer, tu vois. C'était mon projet d'arriver à ça. Donc quand j'y suis arrivé, j'ai pas eu le moment de me dire putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bah non, c'est ce que je planifie depuis 6-7 ans, si tu veux. Ok, c'était un projet préparé. C'était un projet. Après, oui, il y a eu, enfin, forcément, il y a des moments. Il y a des moments, peut-être par exemple quand je suis nommé président à Nice, j'ai cette journée un peu surréaliste. Je te dis, en 24 heures, je change d'endroit, je change de ça, je change de ci. L'après-midi, je bois un café avec Patrick Vieira. Non pas que tu es là comme un gamin et t'impressionné, ça n'a jamais été mon cas. Mais. T'es déboussolé quand même. Tu te dis, putain, là, ça se matérialise quand même. Là, tu ouais. vois, là, ouais, ça devient sérieux, quoi. Mais t'es pas déboussolé, Non, et j'ai pas été... Tu disais enivré et tout, j'ai jamais eu ça parce que j'ai toujours gardé les mêmes amis, tu vois, j'ai la même bande de potes que j'ai toujours eu. Je me suis pas fait d'amis sur mon parcours qui auraient pu me faire dérailler ou quoi que ce soit, tu vois, j'ai toujours eu ce côté... Faut pas se prendre trop au sérieux non plus, tu vois, ça reste... J'ai toujours eu un certain franc-parler aussi, je me prends pas pour un autre, tu vois. Oui. Le monde du football, il est très chronophage. Ça prend énormément de temps et ça a parfois des conséquences sur ta vie personnelle. Comment t'as fait, toi, pour concilier ta vie familiale et justement ta vie de dirigeant? Bah, c'est le gros inconvénient de ce métier-là, je pense. Je pense que la question, il faut la poser à ma femme plutôt. Mais bah, c'est clair que j'ai pas vu mes enfants quand ils étaient tout petits, là je les vois plus. Ça te bouffe tous tes week-ends. Ce que les gens comprennent pas, en fait, surtout quand tu es un dirigeant comme moi qui assumait aussi la fonction... j'ai jamais travaillé avec un directeur sportif à part à l'OGC Nice avec Gilles. Donc ça te bouffe encore plus, si tu veux. Et ce que les gens comprennent pas, c'est que t'as pas de week-end déjà, parce que le week-end t'es avec ton équipe. Moi j'ai toujours fait tous les matchs. La semaine, bah, contrairement aux joueurs qui peuvent avoir 1 ou 2 jours off, toi tu bosses. Quand c'est le mercato, quand c'est juin, juillet, que tout le monde est en vacances, les joueurs sont en vacances, il n'y a plus personne au club, toi tu bosses parce que c'est là que tu bosses. Mais en fait, quand eux ils reviennent, bah toi tu bosses aussi, parce que qu'est-ce qu'on dirait si le patron du club il n'était pas là, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, ouais. Donc, pendant la saison en plus. Donc clairement, c'est 365 jours par an, en tout cas c'est comme ça que je l'ai toujours conçu. Tu sais très bien, on a été au téléphone très tard ensemble parfois, ou très tôt. Ça s'arrête jamais, quoi. Mais c'est ce qui fait le charme du truc. Après, ce que les gens réalisent pas, c'est que c'est pas un métier. C'est-à-dire que ça prend le pas sur ta vie privée. Si ta famille comprend pas ça, il va y avoir un gros problème rapidement. Mais après, j'ai toujours essayé d'allier les deux. Et aujourd'hui, c'est pas le cas, hein, parce qu'encore une fois, j'ai plus de temps. Mais quand j'étais en fonction et que j'étais chez moi, j'essaye d'être vraiment là. Si j'ai 1 heure chez moi, j'ai essayé que ça soit... 1 heure de présence mentale et physique. 1 heure de... Oui. Il y a Gauthier Ganet qui est à la maison et il travaille, et c'est plus Gauthier Ganet, c'est Gauthier avec ses papas, du coup, c'est mon chéri, c'est ça, quoi. On est là-dedans, quoi. Ah, tout à fait. Et ça, je pense que c'est important, quoi. Ouais, c'est intéressant, très intéressant. En tout cas, c'est vrai que c'est une problématique qui est très intéressante à aborder et qu'on élude assez souvent. Mais ça fait partie évidemment des vrais sacrifices que peuvent faire un entrepreneur dans le football et même un entrepreneur d'une Oui, bien sûr. Je ne pense pas que le foot en soit à part. Je pense que si tu diriges une entreprise qui a cet impact aussi médiatique... C'est pour ça aussi que les dirigeants sont souvent seuls ou qui sont divorcés ou que, tu vois, avoir un couple qui tient dans ce type de cadre-là, c'est très, très compliqué. Il faut qu'il y ait beaucoup d'amour entre les parties parce que sinon, voilà, ça se casse. Mais moi, c'est un peu différent. Enfin, je sais pas les autres, mais étant donné que j'ai rencontré ma femme avant de commencer cette aventure, je veux dire, elle n'est pas trompée sur la marchandise. Elle savait que ça allait être comme ça, tu vois. Comme disait Gervais Martel, avec qui j'ai commencé ma carrière, à sa femme, il disait... Tu sais que t'as pas marié un garde-barrière, tu vois. Donc, on peut pas être étonné après, quoi. C'est clair, c'est clair. Allez, Gauthier, je l'ai dit, chose promise. On va mettre Gauthier Ganet dans la sauce tout de suite. Let's go. Alors, mon Gauthier, on va te mettre dans la sauce. Et alors, il y a une personne que tu connais bien. Un petit indice, il vient de Serbie.
Ah, d'accord. Il m'a posé une petite question. Alors, tu le sais, hein, il s'appelle Dusan Potic. C'est un agent qui est français, mais qui vit en Serbie. On le salue, d'ailleurs. Voilà, on le salue. Et il est un petit peu... voilà, il aime être dans l'intimité. Donc, il n'a pas voulu montrer son visage, mais il m'a posé une question très simple. Combien de côtes à l'os manges-tu par semaine? Eh ben, je vais te dire, ça dépend si je suis avec Douchad ou si je suis pas avec Douchad. Ah ouais, ok. Si je suis avec Douchad, on va augmenter un peu la quantité de côtes à l'os. Ah, mais tu sais, ça m'a fait rire parce que pendant l'interview, t'as parlé de barbecue. Je me dis, c'est incroyable. Le mec, il sort de la viande alors que c'était préparé, quoi. Ah non, mais on en revient. Enfin, ouais, t'es un viandard, en fait. Mais je pense que c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est ma personnalité. J'aime bien être avec mes vrais potes, tu vois, partager un moment, des moments simples. C'est quoi? C'est voilà, tu fais griller une côte à l'os, tu bois un coup, tu discutes, tu fumes un cigare, tu fais ce que tu veux. Tu vois, c'est des vrais moments entre potes, et ça, il y a rien qui... Il y a rien qui peut m'enivrer pour préférer quelque chose à ça, tu vois ce que je veux dire? C'est clair, et on laisse le téléphone de côté. Voilà, c'est magnifique. Merci d'avoir laissé le téléphone de côté pendant un peu plus d'1h20. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup Gauthier d'avoir été en off. Quant à vous, bah, évidemment, n'hésitez pas. Tac, le petit like, abonnez-vous, bien évidemment. Et on remercie à nouveau Unibet Experts qui est le partenaire de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un super nouvel invité. À très très vite. À très 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 vite. Dans En Off. In the end, we're gonna make the child.